Souvent, on dit qu'on veut quelque chose, mais on le veut pas vraiment. On le verbalise, mais on ne veut pas vraiment. On ne veut pas le processus, les efforts, l'inconfort, les échecs, les remises en question que nécessite cette version qu'on dit vouloir. On veut pas. On veut juste la potion magique, le résultat final. C'est ça qu'on veut. Mais ça marche pas. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble, épisode 119. Je suis ravie d'être avec toi. Je m'appelle Valérie, si tu me connais pas, et je suis la créatrice du podcast On est ensemble, qui est un podcast qui nous rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie qui est parfois un petit peu what the fuck-esque. What the fuck-esque, ça se dit? Yes. Et c'est OK parce qu'on est ensemble et qu'on est là pour apprendre et qu'on est là pour évoluer. Moi, je suis coach, formatrice, alchimiste d'enfants intérieurs. Et ce que j'aime bien faire dans mon métier, enfin, ce que j'aime bien faire et ce que je me dois de faire d'ailleurs, c'est de partager, de relater un petit peu toutes les choses que j'explore moi personnellement pour en tirer des conclusions de manière très humble, hein, parce que c'est ma propre expérience, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, si ça peut résonner avec toi, je suis hyper honorée de pouvoir t'accompagner sur ce chemin de qu'est-ce que c'est en fait finalement d'être soi-même et de s'autoriser à s'installer pleinement dans sa souveraineté. Alors, j'ai déjà un podcast sur le thème de l'enfant intérieur que tu vas pouvoir retrouver sur YouTube et sur toutes tes plateformes de streaming préférées. Et là, on va vraiment faire un focus dans ce podcast On est ensemble sur d'autres thèmes, spiritualité, un petit peu de philosophie, du développement personnel, euh, tout ce qui peut nous aider finalement à naviguer cette belle existence parfois un peu bizarre, un peu relou, un peu chiante, mais qui vaut quand même la peine d'être vécue. So, welcome, je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc que je suis moi-même en train d'explorer, de traverser moi-même, et peut-être que tu vas te reconnaître, parce que j'ai vraiment longtemps travaillé ces dernières années à adoucir le discours que j'avais avec moi-même, parce que je me parlais très 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 mal dans ma tête, et d'ailleurs, pour être totalement honnête, c'est toujours un peu le cas parfois en fonction de est-ce que j'ai bien dormi? Où est-ce que j'en suis dans mon cycle menstruel? Est-ce que j'ai mangé des choses plus ou moins processées, plus ou moins naturelles? Je vois que ça a un impact sur mon discours interne, soyons très clairs. Enfin, pour moi, cette idée de discours interne est super importante. J'en ai d'ailleurs fait un épisode de podcast qui s'appelle Parle-toi mieux, s'il te plaît. Parce qu'en fait, il faut arrêter de se parler comme si on était de la AMR, et donc, ces dernières années, j'ai appris donc à arrêter de me massacrer dans ma tête quand les choses, elles étaient pas parfaites ou quand elles ressemblaient pas à l'idée que je me faisais des choses, tu vois? Je me disais: «Ah, il faut que ça soit comme ça», et quand j'atteignais pas ce résultat, c'était un discours qui était négatif. Et le truc le plus rigolo quand j'y pense, c'est que même quand j'y arrivais, la voix par contre prenait vachement de place dans ma tête et qui me disait: «Ouais, c'est nul et tout», ben, elle me disait pas: «C'est bien». Elle a une seule fonction, cette voix un peu, tu vois, négative, que tu peux d'ailleurs nommer si tu veux. Tu peux lui donner un nom pour vraiment l'identifier et comprendre et lui parler directement. Mais ouais, cette voix, elle était pas cool, quoi. J'ai également appris à accepter de commencer petit parce que la vision que j'ai, et peut-être que c'est le cas pour toi, des rêves que tu souhaites manifester dans ta vie, elle est souvent énorme, surtout quand tu es connecté avec ton enfant intérieur. Les enfants, ils ont pas de limite sur ce qui est possible, donc parfois c'est énorme et tout, et c'est trop inspirant et super exaltant et super excitant jusqu'à ce que tu réalises qu'en fait, faut commencer, et donc faut accepter de commencer petit. J'ai accepté de commencer petit, j'ai également accepté les premières versions qui étaient souvent des versions vraiment genre bêta, 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 alors que dans ma tête, on est déjà loin dans le process de ce qui est possible, tu vois? Le travail qui a été fait à l'intérieur, c'est de me dire: «OK, c'est pas parfait et au moins je l'ai fait. Au moins j'ai eu les ovaires de poser les premières pierres», tu vois? Au moins j'ai réussi à passer de 0 à 1, ce qui est souvent l'étape la plus difficile parce qu'il y a une forme d'inertie et de résistance. Et récemment, j'ai eu un exemple très concret. Ça fait longtemps, que j'ai envie de créer des box pour accompagner les enfants intérieurs parce que je fais vraiment tout un travail autour de la transmission que j'adore, les podcasts, les accompagnements, bilan de compétences. J'ai fait un petit peu d'expérience, des retraites, et j'ai créé des outils dont je parle absolument pas, mais t'inquiète pas, en 2026-2027, on est là. Et l'idée pour moi, c'est de créer en fait des box pour ton enfant intérieur, les box Vateille, Vibe avec ton enfant intérieur. C'est une idée que j'ai en tête depuis hyper longtemps, OK? Là, en fait, je me suis piégée moi-même. J'ai pitché cette idée à une cliente que j'accompagnais, elle avait besoin d'un accompagnement spécifique. Je lui ai créé un accompagnement, qui alliait de l'accompagnement à distance, mais également du présentiel. On a fait de la libération émotionnelle en forêt, on va faire un atelier créatif ensemble, et puis entre-temps aussi on échange, lors de séances, en visio, et je lui ai pitché la box. Je pense que c'est mon enfant intérieur qui lui a pitché la box, et donc je lui ai pitché la box, et j'ai dû la faire, en fait. J'ai dû la faire, cette box, parce que je l'ai vendue. Et alors oui, cette box, elle a été faite clairement à la dernière minute. Elle était pas exactement comme je l'avais imaginé. Il y a plein de choses que j'aurais pu améliorer.
juste avec plus de temps. Parce que parfois, quand tu es dans le rush, tu dois faire les choses et tu te rends compte: «Ah non, en fait, ça marche pas, j'aurais dû faire ça, comme ça, truqué». J'avais pas le temps de le faire parce que j'ai fait les choses à la dernière minute. Mais au moins, elle a eu le mérite d'exister. Et là, ma première réaction, ça a été: «OK, en fait, je suis fière de moi». Parce que de toute façon, ma cliente, elle avait pas l'image concrète de la boîte que je voulais faire, c'était juste moi. Et en l'occurrence, là, on a fait une première étape. C'est une première étape, c'est une première itération pour que la boîte existe telle que je la veux et telle que peut-être je la proposerai un jour. Et je pense profondément qu'il y a des moments où ce discours-là de «tu l'as fait», il est essentiel. C'est ce dont on a besoin parce qu'on a surmonté la résistance, on a réussi à passer de l'idéation à la manifestation, on a surmonté les blocages, les peurs, les croyances limitantes, tous les trucs qu'on se met dans nos têtes qui nous font croire qu'en fait on va pas y arriver. On l'a fait. Et ça, c'est déjà une vraie victoire. Et quelques jours après, il y a une autre pensée qui m'est venue, c'est OK, on l'a fait, mais jusqu'à quand le «on l'a fait», il est suffisant? Parce qu'à un moment donné, je peux pas éternellement appeler ce que je produis première version. Tu vois? À un moment donné, il faut se sortir les et se donner l'espace, l'énergie, le cadre pour pouvoir faire mieux. Particulièrement si j'ai les compétences pour le faire, si j'ai les ressources pour le faire, si j'ai le temps d'apprendre, le «c'est déjà bien, sois douce avec toi», il aide plus à ce moment-là, tu vois? Toute cette compassion que j'ai apprise à développer, elle fonctionne jusqu'à un certain point. Et à ce moment-là, vraiment, peut-être que cette fameuse compassion, elle me protège d'autre chose, de l'effort, du progrès, du challenge, de l'inconfort, de la discipline, du niveau supérieur que je prétends vouloir. Et là, prétends est le plus important. Et je le dis souvent à mes clientes et à mes clients, c'est, souvent on dit qu'on veut quelque chose, mais on le veut pas vraiment. On le verbalise, mais on ne veut pas vraiment. On ne veut pas le processus, les efforts, l'inconfort, les échecs, les remises en question que nécessite cette version qu'on dit vouloir. On veut pas. On veut juste la potion magique, le résultat final, c'est ça qu'on veut. Mais ça marche pas. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir du coup à cette fameuse question qui est le thème de cet épisode de podcast et que j'aimerais te poser. Quand est-ce que la compassion envers soi nous aide à avancer et quand est-ce qu'elle commence à nous empêcher de grandir? Alors, soyons déjà très clairs, les recherches en psychologie qui sont faites autour de l'autocompassion ne définissent pas du tout l'autocompassion comme le fait de tout se laisser passer, de tout s'autoriser et de renoncer à ses standards. C'est pas ça l'autocompassion, au contraire. L'idée, c'est notamment de pouvoir reconnaître nos difficultés, nos imperfections, sans transformer chacune d'elles en procès contre nous. Et il existe d'autres concepts qui viennent d'ailleurs éclairer ce que je viens d'écrire, notamment cette idée du good enough, être suffisamment bon. D'autres études nous montrent que il y a une zone qui existe dans laquelle on peut progresser parce qu'on est challengé au-delà de ce qu'on maîtrise déjà avec un soutien qui est adapté. Quand on parle de pratique délibérée, par exemple, il s'agit d'accepter que pour progresser dans une compétence, il faut aller dans les endroits qu'on maîtrise pas encore de manière délibérée et aller pratiquer, aller les travailler. C'est inconfortable, mais c'est ça la pratique délibérée. Donc soyons clairs, hein, j'ai clairement pas inventé le fait qu'on a besoin de sécurité et de challenge. Il y a plein d'études sur la psychologie, encore une fois, qui en parlent très bien. Mais moi, ce que je voulais te partager, c'est ce questionnement que je me suis posé, en fait. En fait, je me suis posé la question de comment est-ce que je peux savoir de quoi j'ai besoin maintenant, tu vois? Est-ce que je suis dans une phase où j'ai besoin de compassion ou est-ce que je suis dans une phase où la compassion devient de la complaisance? Et du coup, ça m'a donné l'idée de conceptualiser quelque chose. Alors c'est pas du tout une théorie scientifique, mais c'est plus une grille d'auto-coaching que j'aimerais te partager dans cet épisode. Alors, imagine que tu commences quelque chose. Ton risque principal au départ, c'est quoi? Souvent, c'est de ne jamais commencer. Tu sais, c'est tous ces projets qu'on se dit: «Ouais, un jour je vais faire, un jour», mais en fait, le un jour là n'arrive jamais. Ou alors, c'est d'abandonner parce que tu veux absolument produire quelque chose d'excellent the first time, la première fois. À ce stade-là, vraiment le niveau d'exigence là, il peut te tuer. Alors là, tu vas avoir besoin d'une voix intérieure qui va te dire: «OK, vas-y, fais une première version, tu peux le faire, tu as le droit de pas savoir. Termine-la cette version, termine-la, on améliorera après». À ce stade, la compassion, elle diminue suffisamment la pression pour nous permettre de passer à l'action. Maintenant, imagine que tu es à la 15e version de ton bail, 15e version de ton projet, peu importe ce que c'est. Tu sais faire, tu as les compétences, tu as les ressources, tu connais les erreurs, tu en as fait plein et tu continues de te dire: «Ah, c'est pas grave, c'est déjà bien». La même phrase qui t'a libéré au départ, qui t'a libéré de la résistance au départ, peut être celle qui t'empêche de progresser. Parce que là, le risque plus dominant, c'est pas l'abandon, le risque principal, c'est la stagnation. Et donc là, le régulateur, il doit changer. Au début, on veut réduire suffisamment la pression pour se permettre d'agir, puis
Ensuite, on doit augmenter suffisamment l'exigence pour pouvoir progresser. Et je crois qu'une grosse partie du développement personnel, en tout cas le développement personnel auquel je crois, que je pratique, que j'enseigne, que je transmets, et cetera, il consiste justement à apprendre ce dont on a besoin à ce moment-là. Quand j'ai eu cette réflexion, je me suis dit: «C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à l'énergie maternelle et l'énergie paternelle». Je précise que j'utilise ces termes, vraiment comme des métaphores, pas comme des catégories psychologiques ou des rôles qui sont liés aux gens. Pas du tout, c'est vraiment des métaphores. L'énergie maternelle, elle va dire: «Tu peux essayer, tu peux te tromper. Je vais pas m'arrêter de t'aimer parce que tu n'as pas réussi». Ça, c'est l'énergie maternelle, c'est l'archétype de l'énergie maternelle. Elle protège la relation avec soi, elle sécurise, elle permet d'essayer. L'énergie paternelle, de l'autre côté, elle va te dire: «OK, maintenant tu te relèves. Maintenant tu te relèves, tu recommences, tu peux faire mieux que ça. Je sais ce dont tu es capable et je vais pas te laisser t'arrêter ici». Elle va protéger plutôt notre potentiel. Et ce qui m'intéresse, c'est pas du tout de choisir entre les 2. C'est pas cette guerre de genre, de les hommes, les femmes, la mère et le père, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une distraction. Ce qui est intéressant là, c'est de savoir quelle énergie appeler en fonction de là où tu te situes. Parce que trop d'exigences sans compassion, ça te mène au perfectionnisme et le perfectionnisme, et c'est vraiment une douille. Et puis ça te mène aussi à de la honte et à de l'épuisement. Mais trop de compassion mal comprise, sans exigence, ça peut devenir une belle autorisation permanente à rester exactement là où tu es. Donc pour moi, la maturité, la souveraineté, commence et continue quand je suis capable de me demander quelle forme d'amour envers moi est nécessaire aujourd'hui. Celle qui me rassure ou celle qui m'élève. Et du coup, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit: «Vas-y, on va plus loin dans l'outil parce que à la fois 1, ça me fait kiffer, 2, moi, ça me permet de naviguer ma propre carte, 3, et ça me permet de te partager aussi quelque chose d'assez concret». J'ai commencé à avoir 4 étapes. Et la première étape, et je vais prendre mes petites notes, c'est celle de la nourricière. La nourricière, son rôle, c'est de te dire: «OK, commence». Elle va rendre l'action possible. Elle va te dire: «Tu pas besoin d'être prête, ma go. Tu peux le faire de manière imparfaite, il y a pas de problème, on est ensemble et moi je reste avec toi». Ça, c'est vraiment l'énergie nourricière. La deuxième partie, c'est l'architecte. L'architecte, lui, il va construire. Maintenant qu'il y a quelque chose qui existe, on va structurer. On va arrêter de dépendre uniquement de l'envie et de l'inspiration, parce que si tu dépends de l'envie et de l'inspiration, parfois tu es inspiré, parfois tu es pas inspiré, parfois tu as envie, parfois tu as pas envie. On va créer des processus, des habitudes, des cadres. On va apprendre, on va accepter qu'on n'a pas toutes les compétences et qu'on doit apprendre. Troisième étape, ça va être le mentor. Le mentor, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer. Il va regarder ce que tu fais et il va te demander qu'est-ce qui pourrait être meilleur. Et c'est pas qu'est-ce qui pourrait être meilleur parce que ce que tu as fait ne vaut rien, pas du tout. C'est justement parce que tu as suffisamment de compétences pour aller plus loin. La quatrième étape, le maître, il va te dire encore. Et là, on rentre dans la recherche de la maîtrise. On cherche plus à réussir juste. On affine, on répète, on travaille les détails, on développe son propre standard, sa propre patte. Et parfois, l'erreur que j'ai pu faire et que j'apprends à corriger, c'est de faire parler le maître, donc celui qui est en mode encore, alors que la nourricière, elle essaye encore simplement de nous apprendre à nous lancer et à commencer. Tu vois? On est déjà trop loin. On est en mode: «Ouais, je dois maîtriser», alors qu'on n'a même pas commencé parce qu'on a peur. Grosso modo, tu fais quelque chose pour la première fois et tu te demandes pourquoi c'est pas extraordinaire. Et alors ça, forcément, ça amène de la souffrance, mais l'erreur inverse, elle existe aussi. C'est-à-dire, tu fais parler éternellement la nourricière alors que tu as besoin du mentor ou de la mentor. En gros, c'est très bien ma chérie, tu as essayé, OK, ouais, trop bien, mais ça fait 4 ans que tu. Donc peut-être qu'on peut apprendre à faire mieux. Peut-être qu'on peut mettre son ego de côté et accepter qu'il y a sûrement des compétences qui nous manquent. Si ces compétences nous manquent, on peut les acquérir. Si on peut pas les acquérir ou on ne souhaite pas les acquérir, on peut s'entourer de personnes qui ont ces compétences. Enfin bon, tu vois, growth mindset quoi. Passer d'un état fixe à un état de croissance, un état où on se dit: «Je suis comme ça», à un état où on se dit: «Je sais apprendre». Donc en fait, même si je ne sais pas, ça n'a pas d'importance, je sais apprendre. Alors, maintenant, pour finir cet épisode, comment on fait pour savoir où est-ce qu'on en est? Je te propose plusieurs questions. OK. Alors, première question. Est-ce que je suis réellement en apprentissage ou est-ce que je sais déjà faire mieux? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu es réellement en apprentissage ou est-ce que tu sais déjà faire mieux et que tu te caches derrière le «je suis en train d'apprendre, je suis en train d'apprendre». Tu sais là, les gens là, les nous, qui cherchent toujours la prochaine, formation, certification, programme, le prochain livre parce qu'on se sent pas prêt, le prochain, diplôme. Est-ce qu'on est réellement dans un apprentissage ou est-ce qu'on sait déjà faire mieux? Première question. Deuxième question, est-ce que me pousser davantage aujourd'hui augmenterait ma progression ou seulement ma honte? Grosso modo là, est-ce qu'on n'est pas dans un abus où on se pousse, on se pousse, on se pousse, alors que c'est pas forcément l'énergie dont on a besoin. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être validé dans tous les efforts qu'on a faits, on a besoin de valoriser également
tous les échecs qu'on a eus qui nous montrent qu'on a commencé quelque chose, qu'on a osé se lancer dans l'arène. Troisième question, est-ce que ma douceur m'aide à continuer ou elle m'aide à m'éviter? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut être honnête? La douceur là, qu'on a travaillé pendant longtemps, qu'on a développée et c'est une compétence qui est absolument importante, encore une fois, avoir un dialogue interne, doux, sain, sain en fait, doux, c'est important. La douceur ne veut pas dire qu'on va être gnang, 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 gnang tout le temps. On peut être honnête dans la douceur, on peut être dans une radicale honnêteté dans la douceur. Mais là, la question, c'est est-ce que ça m'aide à continuer ou est-ce que ça m'aide à éviter? Parce que si ça m'aide à éviter, ça veut dire qu'on a besoin d'une autre énergie. Quatrième question, et ça pique, même moi je lis ça, je me dis: «Eh! Les questions, qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée d'élever mon standard?» Qu'est-ce qui me fait peur dans l'idée d'élever mon standard? Allez, je te laisse avec une dernière. Et si je garde exactement le même discours intérieur et exactement le même niveau d'exigence pendant les 6 prochains mois, est-ce que je vais progresser? Moi, personnellement, si je dois répondre à cette question, clairement que non, je vais pas progresser. Soyons très clairs, soyons très honnêtes. Du coup, c'est une question que je te pose aussi. Et cette question, elle est tellement impitoyable. Elle est tellement impitoyable parce qu'elle te permet de voir très rapidement si, quelque chose qui ressemblait à de la bienveillance est encore réellement à ton service. Je voulais te partager du coup ça, cette notion de compassion et de complaisance pour plein de raisons, parce que je trouvais que c'était intéressant et que moi ça me permettait aussi d'adapter mon curseur, mais également parce que ça illustre quelque chose de très, très, très important et de très essentiel dans la manière de penser la formation que j'ai lancée avec ma sœur, qui s'appelle Coach Holis. C'est une formation qui va te permettre de devenir coach holistique et inclusif. C'est pour toutes les personnes qui, aident déjà, qui sauvent parfois, qui sont, les personnes ressources de plein de gens, mais qui ne savent pas comment naviguer ça, qui n'ont pas ni la posture, ni les outils, ni la confiance pour pouvoir accompagner de manière consciente, de manière juste, de manière souveraine. Et donc du coup, ça là, cet exercice, c'est aussi un rappel que apprendre à accompagner, c'est pas juste une liste d'outils ou de phrases, toutes gentilles. C'est pas non plus apprendre à pousser les gens: «Allez, il faut y aller, dépasse-toi, tu peux y aller, tu peux le faire». Tu vois? On se rend compte qu'avec cet exercice-là, en fonction de là où la personne se trouve, eh bien, elle va avoir besoin de différentes énergies. C'est vraiment la posture de coach, c'est développer suffisamment de discernement pour comprendre, identifier avec la personne pour savoir en fait de quoi est-ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Et c'est pas toi qui fais ce travail-là, c'est pas toi qui dis: «Ouais, elle a besoin de ci, elle a besoin de ça». Non, c'est toi qui crée un espace pour que les questions puissent être posées, pour que les réponses puissent être, verbalisées, entendues, écoutées et qu'on puisse passer à l'action si c'est nécessaire. Peut-être que la personne, elle a besoin de plus de sécurité, peut-être qu'elle a besoin d'être plus structurée, peut-être qu'elle a besoin d'être confrontée, peut-être qu'elle a besoin d'être challengée. Parce qu'un bon outil au mauvais endroit, ça sert à rien. Et c'est aussi ça que je trouve passionnant dans le métier de coach, parce qu'on peut partir d'une observation, d'une expérience, d'une intuition, d'un comportement qu'on retrouve sur plusieurs personnes, chercher ce qui existe déjà, confronter ses, intuitions à des connaissances, mettre des limites, bien évidemment, à ce qu'on affirme, structurer, créer, une grille, tester, créer un modèle, des étapes. En fait, finalement, créer des outils de coaching, d'accompagnement et donc du coup, on passe d'une intuition à un outil d'accompagnement qui peut être transmis, qui va être ensuite utilisé pour avoir plus de clarté et qui va ensuite être, et je le souhaite fortement, personnalisé par la personne qu'on accompagne. Et c'est ça qu'on développe dans Coacholice, c'est ce qu'on apprend à faire. On n'est pas là pour répéter mécaniquement des outils qui sont déjà présents, sinon tu vas juste sur ChatGPT, tu as les outils, tu deviens coach, tu vois? Bon voilà. Ma sœur et moi, on est là pour former des personnes qui sont capables de comprendre pourquoi elles vont utiliser cet outil, quand elles ont besoin de l'utiliser, avec qui et quand est-ce qu'elles doivent faire autrement. Parce qu'à terme, en fait, l'expérience, la sensibilité, l'intuition, tout ça, c'est ça qui va faire la particularité de ton accompagnement si tu souhaites devenir coach. À condition qu'il y ait une structure, à condition qu'il y ait une posture, à condition qu'il y ait un discernement, à condition qu'il y ait une incarnation. Et peut-être que moi-même, je suis dans ce modèle-là. Peut-être qu'il va évoluer. Peut-être que dans 6 mois, je te dirai: «Attends, mais en fait, j'avais clairement oublié toute une étape». Et ça, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, au moins, c'est une première version. Et là, au moins, ben, j'ai le droit de le dire que c'est une première version. Alors oui, je te rassure, je vais pas le dire pendant 4 ans, OK? Mais là, c'est une première version. En tout cas, merci infiniment d'avoir été présente ou présent dans cet épisode de podcast qui est disponible en vidéo sur YouTube. C'est toujours un plaisir de partager mes transmissions avec toi. J'espère que ça résonne. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs comment ça résonne pour toi. Est-ce que ça vient chambouler? Est-ce que ça vient, transformer? Est-ce que ça vient, modifier à l'intérieur de toi? Et si jamais tu as envie de te lancer dans l'aventure du coaching et de participer, de suivre une formation
qui est, conçue avec beaucoup d'amour, également beaucoup de structure. C'est une formation que je lance du coup avec ma sœur pour la deuxième année. Voilà, encore une deuxième version où on fait mieux que la première année. Les portes sont ouvertes de Coacholis. La rentrée se fera le 1er octobre 2026 et on a hâte de t'accueillir pour 9 mois de formation tous les jeudis soirs pour t'aider à déclencher, à activer ta posture de coach inclusive et holistique. En attendant, très cher, rappelle-toi, on est ensemble. Bye! Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast. On est ensemble, c'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur 2, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!